Salut, je suis Herman Kakpo. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre podcast CEO Challenge. Podcast autour duquel nous travaillons ensemble à relever les défis de direction générale. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos défis de direction générale, la pression du conseil d'administration, la pression pour atteindre les objectifs de court moyen long terme. La pression qui fait que parfois on peut se retrouver à ne pas rêver dans le long terme. Nous avons dit, si vous vous souvenez qu'un dirigeant doit avoir un œil sur le présent, un œil sur le futur, oui, il est question de piloter le business de sorte qu'on puisse produire du résultat dans le court terme, mais également dans le moyen terme, mais également dans le long terme. Et cela suppose qu'on puisse travailler à renforcer les fondamentaux de l'entreprise. Mais parfois, ce n'est pas toujours évident quand on est sous pression, quand on a la pression du conseil d'administration. La dernière fois, j'ai eu une longue discussion avec un dirigeant qui m'expliquait que le board lui avait demandé de réduire les frais généraux. Ça arrive tout le temps, il faut excuser un peu. Et je lui ai tout de suite dit que le board ne peut pas donner une instruction aussi directe à un directeur général. L'instruction, par exemple, de réduire les frais généraux. Le board doit viser à atteindre 3 ou 4 objectifs principaux ou essentiels. L'amélioration du chiffre d'affaires et du résultat net, l'amélioration de la valeur de l'entreprise et des actions, et la pérennisation de la valeur perçue par les parties prenantes, par les stakeholders, les ayants droit. Donc c'est ce qui devait donc du coup focaliser la concentration, du moins les exigences, on va dire, du conseil d'administration à l'égard d'un directeur général. C'est vrai que certains conseils d'administration se substituent à un directeur général en lui disant comment faire, alors qu'il devrait changer, on va dire, le challenge, du moins, s'il devait le challenger le directeur général, sur des attentes qui sont claires et qui se résumeraient autour de 1, comment on fait pour améliorer le chiffre d'affaires de l'Internet, 2, comment il compte améliorer donc, du coup, la valeur de l'entreprise, ses actions, comment il compte pérenniser la valeur perçue par les autres parties prenantes. Et la plupart des gens, donc, du coup, tombent dans ce piège-là, des objectifs de court terme, et ils ne pensent pas à travailler, à agir sur le long terme. Les game changers ne tombent pas dans ce piège. Ils savent ramener la discussion à l'attente ultime, voir l'organisation réaliser ses objectifs stratégiques. Donc, atteindre les objectifs stratégiques, c'est ça qui doit être la concentration. Alors, quand j'ai dit ça, mon ami m'a dit, mais Herman, le conseil a clairement demandé de réduire les frais généraux et de ramener le coût d'acquisition en dessous de 35%. C'est ce qui m'a retoqué. J'ai alors enchaîné. Mais pour atteindre quelle objectif stratégie? Il a répondu pour améliorer le résultat net. Alors, en analysant les chiffres avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait multiplié le résultat net par 2 de 2021 à 2022. Et qu'à chaque fois que le chiffre d'affaires croît de 35% par exemple en moyenne, ils sont en mesure de multiplier le résultat net par 2. Au moment où nous parlions, le résultat net représentait seulement 8,6% du chiffre d'affaires. Donc, pour une attente de 10% par le conseil d'administration. Nous avons alors affiné l'analyse et nous avons constaté qu'une croissance du chiffre d'affaires de 20% ajoutait 4 points au ratio de rentabilité. La question que nous avions à résoudre à partir de cet instant-là était de savoir comment augmenter le chiffre d'affaires de moins 20% en gardant le coût d'acquisition actuel pour faire passer donc du coup la rentabilité à 12% du chiffre d'affaires, ce qui satisferait clairement le board. Il a repris. Herman, ce que tu expliques là est extraordinaire. Comment faire pour ne pas se faire taper à la prochaine session du conseil d'administration à cause du niveau des frais généraux? Je voulais rappeler que la plupart des dirigeants, des DG que je connais, n'ont pas le courage d'assumer leurs choix. Les choix qui vont permettre à l'entreprise de se développer sur le court moyen long terme, de performer sur le court moyen long terme. Et c'est ça qui va les pousser souvent à opérer des choix à court termistes, donc du coup, qui feront qu'ils n'arrivent pas vraiment à répondre sur la durée aux attentes du conseil d'administration. Ce que j'ai dit à mon client, ce que j'ai dit à mon coaché, c'est que la question la plus importante à traiter par un dirigeant, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire de cette entreprise au-delà des attentes du board et comment je vais faire pour y parvenir. Ensuite, je lui ai demandé quelles étaient les 5 dernières actions qu'il avait entreprises et qui étaient contraires donc, du coup, aux instructions directes du board et qui ont amélioré les résultats. Lorsqu'il me les a listées, nous avons identifié jusqu'à 12 actions. Et je lui ai dit alors,
tu es en train de changer la donne de cette entreprise. Continue donc du coup dans ce sens, puisque les chiffres sont meilleurs depuis que tu as commencé à changer le game. N'est-ce pas? Il m'a dit oui, c'était le cas. Et si je voulais préciser quelque chose de très important ici, c'est que les game changers savent que le conseil d'administration veut un dernier ressort, ce que le conseil d'administration veut un dernier ressort, et se concentre à le délivrer. Ils ne pilotent pas en fonction de la prochaine session du conseil d'administration. Et n'ont même pas peur de se faire taper dessus par le conseil d'administration. Ils s'assurent d'orchestrer l'entreprise, d'orchestrer donc du coup l'entreprise pour réaliser plus que ce dont le conseil d'administration rêve même pour l'entreprise. Un jour, lorsque j'étais en train de discuter avec un directeur régional d'un grand groupe bancaire, je lui ai demandé pourquoi la plupart des DG préfèrent piloter en fonction des instructions du conseil d'administration et des prochaines sessions du conseil d'administration. Il m'a répondu, eh ben, tu veux que je sois sincère avec toi? Je lui ai donné l'autorisation en disant, ben, vas-y, je t'écoute. Pour toi qui es entrepreneur, les choses sont plus simples. Il veut dire, pour moi, qui me comporte comme un propriétaire. Tu oublies que la plupart des DG ont un emploi à sauvegarder. Donc pourquoi espères-tu qu'ils fassent autrement que ce qui est immédiatement entendu par le conseil d'administration? Sinon, ils vont risquer de se faire virer. J'ai été à leur place et j'y suis toujours. Et donc, je te dis que mon obsession, c'est de contenter le conseil d'administration. Je leur ai demandé, mais est-ce qu'on fait tout ceci au détriment du renforcement des bases de pérennisation du business? Il a souri, puis il m'a dit, en général, les bonus sont tellement attractifs que si tu peux réduire les charges et dégager du résultat net pour satisfaire les actionnaires, tu auras tes bonus et c'est bon pour la sérénité financière à la fin de ta carrière. On appelle ça une indemnité de fin de carrière, n'est-ce pas? En y réfléchissant, j'ai fini par comprendre que ce n'était pas forcément mauvais. Il s'agit donc du coup de servir aux actionnaires ce qu'ils veulent le plus, à savoir la rentabilité. Ils seront alors contents de demander qu'on distribue des bonus à tout le monde, à commencer par le directeur général. Mais pourquoi ferait-il autrement que ce que les membres du conseil d'administration et les actionnaires lui ont demandé? Ce sont eux qui valident le paiement de ces bonus, n'est-ce pas? Et s'il veut des bonus, naturellement, il va faire ce qu'il faut pour leur permettre d'avoir ce qu'eux, ils veulent avoir, et lui, il aura ce qu'il veut avoir, les bonus et les prix. Alors qu'un dirigeant avait réussi à déclarer 3 milliards de résultats nets, il m'a dit, Eman, tu sais quoi? Quand je fais le calcul, je me rends compte que je vais bientôt gagner plus d'argent qu'une bonne partie des actionnaires. Comme je connaissais ces chiffres, c'est-à-dire que le stock de créances était de 9 milliards, avec des risques de provision de plus de 7 milliards, je ne lui ai rien dit. Alors, si l'on n'est pas un fossoyeur, on devait rêver un peu plus pour l'organisation que l'on dirige. On devait se demander, si j'étais un actionnaire majoritaire qui veut voir l'entreprise gagner de l'argent aujourd'hui, demain et sur la durée, dans le court, moyen et long terme, qu'est-ce que je dois optimiser et développer pour y arriver? Mon ami directeur régional avec qui j'ai échangé, il a parfaitement raison. Lorsqu'on crée de perdre son emploi à chaque session du conseil d'administration, ce qu'il faut intégrer d'ailleurs, parce qu'on peut perdre son emploi à chaque session du conseil d'administration, on ne peut pas avoir la sérénité de se poser de telles questions. De toute manière, cette question, elle est trop sophistiquée. Se demander comment, si j'étais un actionnaire majoritaire qui veut voir l'entreprise gagner de l'argent aujourd'hui, demain et sur la durée, qu'est-ce qu'il doit optimiser, développer pour y arriver? Ce n'est pas toujours évident d'y arriver, mais la plupart des grands dirigeants qui se comportent comme un owner, comme on dit, qui se comportent comme un actionnaire, un propriétaire, ils font la différence. Par exemple, Steve Ballmer, qui a dirigé Microsoft, est devenu plus riche aujourd'hui que Steve Jobs parce qu'il a su se concentrer et il a pensé comme un owner et il a gagné en stock option plutôt qu'en des primes immédiates. En tant que game changer, il faut clairement se poser ce type de questions et rêver plus grand que les actionnaires investisseurs. Les game changers se posent un certain nombre de questions qui font que, ils rentrent dans une dimension supérieure, ils rêvent plus que les actionnaires, ils font mieux que ce que les actionnaires espèrent, ils gagnent de l'argent sur la durée, sur le long terme plutôt que de se contenter des primes de court terme. Il se pose donc environ 5 questions essentielles. Première question. Sur la base du potentiel du marché, quel est le niveau de retour sur investissement que je peux générer et que je dois m'imposer de générer même si les actionnaires n'en rêvent pas et sont pressés de gagner des dividendes de court terme? Sachant ce que je sais au sujet du potentiel du business, qu'est-ce que je devais exiger en tant que personne, même si les actionnaires ne l'exigent pas? Troisième question. Puisque je connais les conditions minimales à remplir pour atteindre les chiffres, qu'est-ce que je dois imposer et faire entendre à mes actionnaires, à mon conseil d'administration, en mettant, si possible, mon mandat en jeu pour atteindre ces objectifs et ces chiffres? Quatrième question,
Si je cède à la gourmandise ponctuelle et de court terme, quels sont les risques que je fais courir à l'entreprise et que je dois schématiser et expliquer au conseil d'administration et aux actionnaires pour qu'ils m'autorisent à faire les investissements et à penser naturellement long terme. Cinquième et dernière question, quelles sont les superficialités que la plupart de mes collègues dirigeants ont et qui coûtent très cher sur le long terme et qui coûtent très cher au développement du business et que je dois absolument éviter. Je vais partager avec vous quelque chose qui s'est passé en 1997 quand Jeff Bezos a envoyé une lettre à ses actionnaires. Et de cette lettre, j'ai pu obtenir une copie et une copie disponible sur Google. Vous pouvez taper Jeff Bezos Letter to Shareholders 1997. Et voici ce qu'il disait en substance, j'ai résumé cela. Et il disait en 1997, Amazon.com a atteint plusieurs caps en 1997. Au 31 décembre, nous avons atteint plus de 1 500 000 clients avec une croissance du revenu de plus de 838% pour passer à 147 millions de dollars et devenir numéro 1 malgré une concurrence rude. Nous avons l'opportunité de faire largement plus, mais cela nécessite des investissements et une mise en œuvre rigoureuse. C'est pourquoi nous devons nous orienter vers ce qui suit. Voir le long terme, être obsédé par le client, renforcer l'infrastructure, prioriser l'épanouissement de nos équipes. Voir le long terme, être obsédé par le client, renforcer l'infrastructure, prioriser l'épanouissement de nos équipes. Et voilà, c'est tout. Mais sa promesse à long terme a vu sa propre fortune passer de 12 milliards en 1997 à 130 milliards en 2017. Vous imaginez ce qui est arrivé à la fortune de ses actionnaires? Ça a été multiplié pratiquement par 10 aussi. En réalité, il leur a dit d'attendre 20 ans et qu'ils obtiendraient le meilleur retour sur investissement possible. Voilà le défi qu'un dirigeant doit se lancer. Voilà la différence particulière entre les dirigeants qui pensent long terme et ceux qui pensent court terme. Et voici ce qui arrive lorsqu'on rêve plus que les actionnaires, qu'on pense comme un propriétaire et qu'on s'attelle à développer l'entreprise sur la durée plutôt que de récolter des primes et des bonus et des dividendes de court terme. Alors, quelle va être votre option? Est-ce que vous voulez penser long terme ou court terme? Est-ce que vous voulez penser comme des actionnaires qui veulent multiplier la valeur de l'entreprise ou bien vous serez pressé de gagner des bonus ou des dividendes de court terme? Pensez-y et choisissez votre option. Quant à moi, je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge Podcast.